Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho où nous poursuivons avec notre exploration des enjeux de l'intégration régionale en Afrique centrale. Nous nous tournons vers les solutions et les opportunités qui pourraient transformer la sous-région en un espace de croissance et de prospérité partagée. Comment surmonter les obstacles tels que le protectionnisme économique, les infrastructures insuffisantes ou encore les disparités réglementaires? Quel rôle doivent jouer les acteurs économiques, politiques et sociaux pour construire une intégration solide et durable? Nous sommes avec M. François Kanimba. Je rappelle qu'il est commissaire en charge du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la CEAC. Ensemble, nous allons analyser les voies possibles pour faire de l'Afrique centrale un modèle d'intégration réussi sur le continent. De retour donc sur le plateau avec notre invité, je rappelle qu'il s'agit de M. François Kanimba. Bienvenue encore. Merci. Alors avec vous, nous poursuivons notre thématique autour des enjeux de l'intégration régionale en Afrique centrale. Oui. Rapidement, on rappelle l'enjeu principal de cette intégration. L'enjeu principal de l'intégration, l'objectif de base, c'est de créer un marché commun au niveau de notre région. Un marché très large, vous le savez, la CEAC est composée de 11 pays membres qui s'étendent depuis le Tchad jusqu'en Angola, passant par l'ensemble des pays de la CEMAC, la RDC, le Rwanda et le Burundi. C'est vraiment un grand marché. Si une entreprise industrielle peut cibler ce marché pour son développement, vous comprenez le potentiel en termes d'impact sur la productivité à travers l'économie des chaires qui rendrait l'entreprise très compétitive. Ça, c'est juste un exemple. Ou bien l'approvisionnement en matières premières. Comme vous le savez, le principe de base, c'est d'éliminer les droits de douane sur les marchandises originaires des États membres de la communauté. Si une entreprise peut s'approvisionner en matières premières en provenance de la région sans payer les droits de douane, ça contribue largement à abaisser ses coûts de production et donc le rendre compétitif. Alors, vous faites bien de parler de ces acteurs clés que sont les entreprises, justement, dans cette intégration sous-régionale, parce que c'était notre prochaine question. Parlez-nous véritablement de ces opportunités. Quelles sont les opportunités à saisir pour les pays de la CEAC? Les opportunités sont très nombreuses. Tout d'abord, si les États membres ouvrent leurs frontières pour faciliter l'accès au marché aux autres pays membres de la communauté, mais aussi aux citoyens, parce que quand on parle de l'intégration, il y a un problème important, c'est la libre circulation des personnes. Parce que les marchandises circulent suivant les personnes. Si on bloque la libre circulation des personnes, ça a un impact négatif sur l'intégration. Donc, en ouvrant les frontières, on crée une occasion pour les entreprises d'accéder à un marché beaucoup plus large. Ça, c'est un. Donc, ça déjà, c'est un effet énorme en termes d'impact sur la compétitivité des entreprises à travers l'économie des chaires, ce qu'on peut produire pour un marché beaucoup plus large. Et je disais tout à l'heure qu'il y a aussi la possibilité de s'approvisionner en produits de base, matières premières, à des conditions compétitives, sans payer les droits de douane selon les conventions tarifaires convenues au niveau de la région. Et il y a d'autres... Dans le programme d'intégration régionale, il y a un programme très large de facilitation des échanges. Qui dit facilitation des échanges dit nécessairement réduire significativement les coûts qui affectent le commerce intra-régional. Et ça impacte positivement sur les prix et les coûts des entreprises pour faire du commerce. Et quand on a effectivement une libre circulation de compétences au sein de la communauté, ça facilite aux entreprises de pouvoir accéder aux compétences dont ils ne disposent pas nécessairement au niveau national et profiter de leur disponibilité au niveau régional. Ça, c'est encore quelque chose qui est important, qu'il conviendrait bien de mentionner.
Oui, oui. Est-ce que finalement, à ce jour, avec tout ce que vous nous avez cité comme opportunité pour les entreprises, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que ces différentes opportunités sont effectives? Est-ce qu'une entreprise qui évolue au Gabon peut acheter au Cameroun, au Congo, en Angola, sans pour autant se mettre dans un stress économique pas possible à cause de tout ce qu'il y a comme douane, frontières douanières, contrôle et tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ambition visée par nos États, cette ambition-là est finalement atteinte? Bon, l'intégration régionale est un processus, comme vous le savez, et vous aviez vous-même mentionné un problème important au niveau de l'Afrique centrale, c'est le déficit en infrastructure. Le déficit en infrastructure, la qualité des infrastructures, ça ne facilite pas toujours la libre circulation des marchandises sur nos frontières. Et les barrières non tarifaires, même si les États se mettent d'accord entre d'éliminer le tarif pour les produits originaires, mais il y a toujours les barrières non tarifaires qu'on rencontre à travers les procédures bureaucratiques au niveau des administrations en charge du commerce, les contrôles routiers pour, soi-disant, faciliter ou contrôler la sécurité sur les routes. Mais parfois, c'est associé des contrôles qui ont un impact négatif, malheureusement, sur les échanges, parce que chaque fois, quand ces agents de sécurité alertent les camionnettes, les camions pour le contrôle, parfois, il y a des frais qui sont payés. Et donc, petit à petit, ça se met en place. Hein, et le rôle de la commission de la CEAC ou bien d'autres communautés économiques régionales qui interviennent dans la région, c'est de mettre en place des programmes pour éliminer progressivement ces obstacles à la libre circulation des marchandises ou bien des personnes. Mais ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même des progrès. Il y a des progrès. Si nous parlons actuellement au sein des 6 pays qui composent la CEMAC, il y a véritablement une libre circulation des marchandises. Au moins, les pays de la CEMAC ont complètement éliminé les barrières tarifaires et les marchandises circulent sans droit de douane. Et nous souhaiterions que cette expérience soit étendue à tous les 11 États membres pour que les marchandises qui viennent de la RDC, qui viennent du Rwanda ou qui viennent du Gabon vers ces régions puissent circuler sans droit de douane. Et le processus a pris beaucoup de temps dans la région, il faut le reconnaître. Les chefs d'État ont adopté les instruments juridiques pour opérationnaliser nos zones de libre-échange au sein de la CEAC en 2004. Mais la mise en œuvre, l'adoption et la domestication de ces instruments au niveau domestique, ça a trop traîné. Ça, je dois le reconnaître. Et même au moment où je vous parle, il n'y a que 4 pays sur 11 qui ont parvenu à se mettre en conformité avec ce cadre juridique. 4 pays sur 11, quelles sont les raisons de ce gap? 4 pays sur 11, c'est-à-dire qu'il y en a encore 7 qui ne sont pas alignés. Bon, pourquoi seulement 4? Écoutez, ça c'est moi-même, le risque que j'ai pris fonction comme commissaire en charge du marché commun, il y a 4 ans maintenant, c'était ma grande interrogation de comprendre pourquoi ça. Pourquoi ça? Et je vous dis, je viens de faire pratiquement une mission circulaire dans tous les autres États qui ne sont pas encore en conformité avec cette règle pour comprendre s'il y a un problème d'ordre politique à leur niveau ou un recul par rapport aux engagements politiques qui ont été pris par les chefs d'État afin que la zone de libre-échange de la CEAC soit opérationnelle. À ma très grande surprise, je n'ai constaté aucun obstacle d'ordre politique, que ce soit au niveau des ministres en charge du commerce, des finances. Tout le monde est prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que les choses n'avancent pas? je vous dis et je vous parle franchement, j'étais moi-même surpris. Certains ministères du commerce dans les régions n'étaient pas informés de ces dispositions politiques qui ont été adoptées par les chefs d'État. Et là, ils ont tendance à vouloir accuser la commission de la CEAC ou bien les autres organes qui ont géré la CEAC pendant des années. Le fait que la capacité de communiquer
La vulgarisation, la n'a pas vulgarisation été, des instruments optimale. de règlement qui sont adoptés et pour les porter au niveau de ceux qui sont chargés de les mettre en exécution. Il faut dire que là, ça a été l'une des grandes faiblesses de cette organisation. Oui, de cette organisation. Et pourtant, la volonté politique des chefs d'État n'est plus à démontrer. Non, la volonté politique est là, et même si le risque qu'on descend d'un pays à l'autre, il y a toujours des petites hésitations. Je peux vous dire, par exemple, j'ai conduit une mission dans un pays il y a peut-être 3 ans, juste pour comprendre comment se peut-il que les instruments d'opérationnalisation de la zone de libre-échange n'étaient pas en ordre. Alors, on a convenu d'une feuille de route pour le faire dans un délai relativement court, mais depuis lors, je réalise que 2 années plus tard, ça piétine encore. Ça piétine encore. Donc, il y a des lenteurs, des procédures au niveau de nos administrations, ceux qui font que les choses traînent. Raison pour laquelle le dernier sommet de la CAC qui s'est tenu le 18 octobre a adopté une feuille de route régionale pour opérationnaliser définitivement la zone de libre-échange de la CAC. Parce que pendant cette mission circulaire que j'ai citée tout à l'heure, chaque pays a défini sa feuille de route. Et un engagement politique a été pris pour qu'au plus tard, avec le mois de juillet 2025, toutes les barrières non tarifaires, toutes les barrières tarifaires, tous les mécanismes pour octroyer les certificats d'agrément aux entreprises éligibles puissent être en place afin que réellement les entreprises puissent commencer à échanger des marchandises suivant le cadre préférentiel de la communauté. Évoluons dans notre échange. Parlons de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà un autre grand projet africain. Comment est-ce que cette zone pourrait renforcer ou aider à renforcer ou aider le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale? Alors ça, c'est une question très intéressante. Ce que nous avons constaté, vous savez, l'accord de libre-échange continental a été signé en 2018 et entré en vigueur en 2021. Ce qui est intéressant, c'est toujours l'engagement politique qui est derrière. Les chefs d'État se sont engagés, ils ont signé cet accord et chacun dans ce pays, pratiquement au moment où nous parlons, il y a plus de 49 pays qui ont déjà ratifié cet accord pour le mettre effectivement en œuvre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en réalité, au niveau de l'Afrique centrale, l'accord de libre-échange continental est devenu une sorte de veille. Parce que chaque fois quand on discute avec les ministres de la région, ils se disent, mais effectivement, nous avons trop traîné. Et maintenant, il est très clair qu'avant de penser qu'on peut bénéficier du marché beaucoup plus large, profitons-en d'abord pour bénéficier du marché élargi au niveau de notre région. Donc, ça facilite l'accélération de la mise en exécution des instruments de libéralisation des échanges au niveau de la région. Même les pays qui avaient hésité, qui allaient très lentement, sont en train de le faire très rapidement. Alors, donc, il y a cet effet de veille réel. Est-ce que ce n'est pas là une façon pour nos États d'avoir mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à se mettre, pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais on n'arrive pas à lancer véritablement l'intégration sous-régionale. Et on pense à la zone de libre-échange continentale africaine qui fait intervenir plus d'États. 11 États, on ne s'en sort pas. Et on pense à 55 États. Là-bas, on va s'en sortir. Est-ce qu'on n'a pas été trop ambitieux au final? Non, je ne pense pas. Je ne pense parce que l'accord de libre-échange continental, c'est 54 États. Et nous sommes en train de parler de faibles performances d'intégration régionale au niveau de l'Afrique centrale. Mais il y a d'autres régions du continent qui sont très avancées où l'intégration marche. Et effectivement, les entreprises sont en train d'aspirer à accéder à un marché beaucoup plus large. Mais même ici, en Afrique centrale, et bien que la situation soit ce que nous venons de dire, n'empêche qu'on trouve ici et là quelques entreprises qui fonctionnent, non seulement qui profitent du marché régional, même si nous ne sommes pas encore très, très nombreuses, et souhaiteraient éventuellement pouvoir accéder à un marché continental plus large. Donc, ce n'est pas, je dirais, mettre vraiment la charrue devant les bœufs, hein,
Mais cette éveil qui se manifeste maintenant, elle est très positive. J'espère que ça va beaucoup encourager les efforts au niveau de chaque pays pour la diversification économique, la facilitation des échanges, le développement de l'entrepreneuriat, afin qu'effectivement les conditions de base pour développer un commerce régional ou continental puissent être développées. En Afrique centrale, il existe des institutions. Il y a la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il y a également la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Là, nous sommes en présence de l'institution que vous représentez, donc la CEAC. Dites donc, comment est-ce que cette institution-là participe à l'intégration régionale? Bah, écoute, ça c'est une répétition. Si vous lisez les statuts portant création de la CEAC, et la CEAC a été créée dans un objectif de base pour créer les conditions pour développer un marché unique au niveau de l'Afrique centrale, à travers un processus progressif qui commence avec la phase 1, l'établissement et l'opérationnalisation d'une zone de libre-échange, suivi par l'harmonisation ou l'adoption d'une politique extérieure commune au niveau de la région en adoptant un tarif extérieur commun. Et la troisième étape, ce qu'on appelle le marché commun, où au-delà de l'union douanière avec un tarif extérieur commun, on procède à l'harmonisation des politiques économiques et financières pour tendre réellement vers un marché commun et plus tard, pourquoi pas, aspirer à la création d'une union monétaire. Ça, c'est les statuts. On peut être accusé de ne pas les suivre à la lettre et très vite, mais le processus est en cours. Il marche suivant une certaine vitesse, mais il est là. Oui. Et on s'efforce de le faire bouger. Un invité sur ce plateau que vous connaissez d'ailleurs très bien disait que la vitesse d'un événement dépend de l'endroit où on se situe. Poursuivons avec justement l'intégration régionale. Oui. Donc, l'engagement, disons, la volonté politique est là. Oui. L'engagement traîne un peu parce qu'on se rend compte qu'il y a des États, 4 sur 7 qui suivent un tout petit peu. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour tout de suite changer véritablement la donne? Est-ce que, ça c'est l'autre pan de ma question, est-ce que finalement l'instabilité présente dans certains pays n'est pas à l'origine de cette hésitation dans la mise en œuvre concrète et efficace de l'intégration régionale? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non parce que c'est bien connu, c'est un principe. Hein. Tout développement économique à la base est conditionné par la paix et la sécurité. Quand on n'a pas une situation stable, politiquement, dans un pays, on a très peu de temps et même de ressources à consacrer au développement. Ça, c'est une réalité. Et une région, comme on l'avait dit la fois passée, qui a connu une fréquence très élevée de conflits, que ce soit des conflits internes ou parfois transfrontaliers, et cela constitue en soi un blocage majeur au niveau de la facilitation des échanges intrarégionaux. Parce que le nombre de routes bloquées sur les routes augmente, il y a une méfiance réciproque entre les commerçants qui viennent d'un pays vers un autre, etc. Donc ça bloque. Et même la tendance, la résistance vraiment pour ouvrir les marchés a tendance à s'accroître. Mais ce que quand même on doit constater dans notre région, c'est que la situation de paix et de sécurité, on fait toujours face à ça, mais il y a une amélioration notable. Lorsqu'on regarde, le nombre de conflits dans la région a beaucoup diminué et un certain nombre de pays sont en train de tendre vers une situation beaucoup plus stable. Si vous regardez ce qui s'est passé au Tchad maintenant, nous espérons que le Tchad est stabilisé. La République centrafricaine connaît des progrès significatifs. Bon, dans la région d'Afrique, au centre, au Cameroun, au Gabon, au Congo, nous pensons qu'il y a la paix et la stabilité.
Et la seule région qui nous préoccupe maintenant, c'est l'Est de la République démocratique du Congo, où nous avons encore un conflit dont nous espérons que vraiment, vu les efforts qui sont engagés au niveau international pour le résoudre, et que cette situation sera résolue dans un horizon visible. Quels seraient alors, selon vous, revenons sur votre département, quelles seraient alors, selon vous, les étapes cruciales pour accélérer l'intégration régionale en Afrique centrale? Oui, voilà, ça c'est une très bonne question. Malheureusement, je vais vous dire, l'étape cruciale numéro 1, c'est le renforcement de la paix et de la stabilité interne au niveau de chaque pays, pour que nos dirigeants puissent vraiment se concentrer sur la transformation structurelle et la diversification économique afin de pouvoir effectivement développer le potentiel pour pouvoir créer des marchandises à vendre. Ça, c'est numéro 1. C'est évidemment, on a parlé la fois dernière d'une tendance prometteuse. Quand vous écoutez les discours politiques au niveau de chaque pays, ou bien quand vous lisez les documents de planification, tout le monde est en train de mettre l'accent sur la transformation structurelle, axé essentiellement sur le développement de l'agriculture. La région a un potentiel énorme qui reste complètement inexploité. Et puis, la valeur ajoutée, la transformation des matières premières pour exporter les produits avec une valeur ajoutée. Donc ça, c'est la condition. Ça prendra du temps, mais il faut absolument qu'on y aille. Et ce qui nous donne l'espoir, c'est que maintenant, dans chaque pays, on voit que tous les États de la région sont engagés dans cette voie. Troisièmement, ce que j'ai déploré, le fait que l'engagement politique est là, les chefs d'État prennent des décisions, mais la façon dont ces décisions sont appliquées par les États membres au niveau des différentes institutions, nous avons constaté qu'il y a un problème. Et il faut à tout prix faire en sorte que la communication, la vulgarisation et l'engagement d'un dialogue entre la Commission et les institutions dans les États membres chargés de la mise en œuvre des décisions des chefs d'État. Et il y a vraiment un changement fondamental et radical par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Et ça, je pense qu'on peut y arriver. On pourra y arriver. Avant de nous séparer rapidement, en une minute, la question de l'internaute, c'est celle d'Ali. Ali écrit depuis le Tchad. Il dit quel est le rôle que les jeunes peuvent jouer dans l'avancement de l'intégration régionale? Ça, c'est... Vous savez, une population jeune, c'est une population qui a beaucoup d'énergie et qui a beaucoup de force. Et quand vous regardez dans tous les pays du monde, les innovations pour le développement, surtout, commencent par les jeunes. Les jeunes peuvent jouer un grand rôle, mais pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel, les dirigeants ont une responsabilité majeure pour accompagner les jeunes à pouvoir effectivement les aider à traduire leurs idées, leurs intentions dans des activités économiques concrètes. Merci beaucoup François Kanimba. Je rappelle que vous êtes donc commissaire en charge du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières à la CEAC. Avec vous, nous avons donc discuté durant 2 numéros sur cette thématique cruciale, les enjeux de l'intégration régionale en Afrique centrale. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Alors, en somme, les enjeux de l'intégration régionale en Afrique centrale mettent en lumière un paradoxe. D'un côté, un potentiel immense avec des ressources naturelles abondantes, comme l'a dit notre invité. De l'autre, des défis persistants liés à la gouvernance, aux infrastructures, mais également à la volonté politique, surtout à l'engagement politique. La question reste donc ouverte aujourd'hui. Comment ces nations, tout en préservant leur souveraineté, peuvent-elles harmoniser leurs priorités pour bâtir une région unie, prospère et compétitive? Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.